Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Ça y est, c'est fait. Certains l'attendaient, d'autres absolument pas. Donald Trump vient de faire marche arrière sur les droits de douane, en tout cas pour une période transitoire de 3 mois, sauf pour la Chine. En attendant d'y voir un peu plus clair, on va essayer d'avoir le témoignage d'une entreprise qui est assez exposée à l'ensemble des thématiques qui sont aujourd'hui sur l'actualité du Maroc, mais également mondiale. Il s'agit du groupe Mutandis et j'ai le plaisir, comme à chaque fois, d'accueillir son président fondateur, Adil Douelissi. Adil, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de vos activités, parce que j'ai fait une petite recherche et parmi les sociétés cotées, vous êtes le groupe industriel qui exporte le plus aux États-Unis en termes de valeur, et donc on va essayer de comprendre les enjeux pour vous, mais vous êtes également un groupe qui est exposé à l'ensemble des chaînes logistiques à travers le monde, et donc avoir votre témoignage, ça va être très intéressant pour nous, déjà pour les investisseurs qui suivent Mutandis en groupe, mais également pour l'opinion publique qui veut s'intéresser à ce qui se passe pour les secteurs et pour l'économie marocaine dans ce marasme un peu international, cette volatilité, ce manque de visibilité qui a été instauré par ces nouvelles décisions. Commençons d'abord par vous, par Mutandis. Vous exportez aux États-Unis avec la marque Season que vous avez acquis il y a quelques années. Aujourd'hui, dans cet environnement-là et en prenant compte de l'ensemble de ces nouvelles données, comment vous arrivez à naviguer? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes serein? Comment vous prenez les choses? Alors, en réalité, pour nous, il faut que ce soit clair, peut-être pour nos petits porteurs et nos actionnaires. Je rappelle que nous avons peut-être 5000 ou 6000 actionnaires, et c'est un grand succès pour nous et une grande satisfaction. Donc, c'est à eux que je m'adresse en premier. À ces actionnaires, je leur dis que nous sommes très contents de ce qu'a fait Donald Trump, parce qu'il a imposé des droits de douane très élevés à nos concurrents sur le marché américain. Alors, nos concurrents sur le marché américain fabriquent leurs boîtes de conserve. Ils les fabriquent en Thaïlande et au Vietnam. C'est là qu'est notre grosse concurrence. Le Vietnam comme la Thaïlande ont vu des droits de douane de 46% pour le Vietnam, 36% pour la Thaïlande, au moment où nous, Marocains, n'étions taxés qu'à 10%. Donc en fait, la politique de M. Trump nous a conféré un avantage prix comparatif énorme, énorme, de 26 ou 36% par rapport à nos concurrents. Donc ça, ce serait formidable que ça se confirme. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, ça a été suspendu pour 90 jours, le temps que le Maroc, le Vietnam et la Thaïlande discutent en bilatéral avec l'administration américaine. Moi, mon pronostic est que malgré tout, le Vietnam et la Thaïlande, dans 90 jours, seront plus taxés que le Maroc. C'est mon pronostic, il n'engage que moi, ce ne sera peut-être pas 46 et 36, mais ça sera peut-être 36 et 26. Mais moi, je suis persuadé que le Maroc sera moins taxé que le Vietnam et la Thaïlande, la raison étant que le Vietnam est utilisé comme une base détournée par la Chine pour contourner ses propres droits de douane aux États-Unis. L'administration américaine voit les entreprises chinoises produire au Vietnam et exporter, et donc elle continuera à être plutôt sévère avec ces pays-là par rapport au Maroc. Donc pour nous, pour Season, c'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'elle va se confirmer dans 90 jours et que le Maroc sera peu taxé et que le Vietnam et la Thaïlande seront plus taxés que nous. C'est très clair. D'ailleurs, en parlant de Season, il me semble, et vous me corrigerez si je me trompe, qu'à un moment en pleine période inflationniste, vous aviez réussi à augmenter vos prix sur le marché américain et vous expliquez souvent aux investisseurs que c'est un marché à très fort potentiel, beaucoup de demandes, des marges beaucoup plus importantes que dans le reste du monde. Est-ce que vous avez réussi à maintenir vos prix élevés jusqu'à présent? Et justement, avec cet avantage compétitif avec lequel vous vous retrouvez aujourd'hui face à vos concurrents, ça va être quoi la stratégie? Est-ce que vous allez vous aligner sur leur niveau de prix parce qu'ils vont forcément augmenter leur prix? Est-ce que vous allez rester au prix actuel et donc les casser un peu plus? Comment vous voyez les choses? Alors, premièrement, comme vous l'avez dit, il faut rappeler que le consommateur américain n'a pas été très sensible à la hausse des prix qui ont suivi l'inflation de 2021-2022 surtout, et répercuté aussi en 2023. Donc nous, on a monté nos prix en 21, 22, 23, 3 années de suite. Et on n'a pas perdu de volume. On a gardé les mêmes volumes, on a eu une légère croissance en volume, pas aussi forte que si on n'avait pas touché les prix, mais on a quand même des volumes en hausse avec des prix en forte hausse sur 3 ans. Donc il faut aussi dire qu'une boîte de conserve de sardines haut de gamme aux États-Unis, c'est 3,50 $, 35 dirhams la boîte.
Alors ça peut paraître cher pour le consommateur marocain, mais une boîte de sardines c'est 35 dirhams, donc ce n'est pas quelque chose qui est très cher pour un Américain, 3,50 $. Donc quand on ajoute 5%, 6%, 10%, ça passe doucement et c'est digéré par le consommateur. Donc on a maintenu nos prix, on ne les a jamais baissés, on les a montés 3 fois de suite et plus touchés. Deuxièmement, qu'allons-nous faire? Évidemment, ça dépendra de ce que font nos concurrents du Vietnam et nos concurrents de Thaïlande. Je pense que si raisonnablement ils ont 30% de droits de douane sur l'entrée sur le marché américain, ils seront peut-être obligés de monter leur prix de 15 ou de 20% en 2 fois, peut-être, pas en une seule fois, ce qui nous donnera à nous un parapluie pour légèrement augmenter nos prix ou garder nos prix où ils sont, et augmenter nos volumes et nos parts de marché. Donc ce sera un équilibre entre les deux. Le calcul très simple dit que pour qu'on garde notre marge exactement inchangée, si le volume est constant, on doit augmenter le prix consommateur de 7%. Une hausse des prix consommateurs de 7%, 1, n'est pas beaucoup. 2, je pense que nos concurrents vont augmenter de 15 ou 20%. Donc nous, nos volumes vont grandir. Donc il y aura un peu de hausse des prix chez nous, un peu de hausse des volumes, pour que nos marges restent les mêmes, voire soient meilleures, exprimées en dirhams. Très clair. En tout cas, je comprends que vous avez beaucoup de marge de manœuvre et que quel que soit le scénario, finalement, vous êtes gagnant. Je voudrais aussi vous faire réagir aussi maintenant sur les impacts globaux sur l'économie marocaine. On a vu beaucoup de réactions, des gens qui sont inquiets, on a vu un marché financier qui a gagné en volatilité. Je voudrais aussi faire appel à votre casquette d'économiste, d'homme d'affaires, de financier que vous êtes. Est-ce que, globalement, vous estimez aujourd'hui, avec les données disponibles, que le Maroc globalement s'en sort gagnant dans cette histoire et va améliorer ses parts de marché et sa visibilité dans l'environnement économique mondial? Ou est-ce que selon vous, il y a quand même des petites sources d'inquiétude à avoir? Bon, globalement, le Maroc est entré dans un très beau cycle de croissance vers le milieu de l'année dernière. Les chiffres ont montré des cassures dans les tendances de croissance et de développement à partir de l'été. On l'a vu dans le PIB du 3e trimestre, on l'a vu dans le PIB du 4e trimestre, puis on l'a vu dans la déclaration de la Banque centrale qui partage exactement mes convictions, c'est-à-dire que nous n'avons plus vu ces chiffres-là dans l'économie marocaine depuis avant la crise de 2008. Donc depuis la période 2000 ou 2002 à 2008, qui était un âge d'or de l'économie marocaine où les volumes grandissaient de 5,5% par an, déflatés de la variation des prix, donc le PIB le plus rapide. On est revenu dans ce cycle de croissance-là depuis l'été 2024. Et c'est remarquable. C'est tiré par quoi ? Ce cycle, ce macro-cycle de croissance, qui peut durer 5 ans, qui peut durer 6 ans, comme on l'a vécu dans les années 2000, il est tiré par 3 choses. Il est tiré par le prétexte de la Coupe du Monde, qui permet d'accélérer très vite des grands programmes d'infrastructure et de commandes publiques aux opérateurs privés, qui va créer des emplois, qui va créer un effet boule de neige. C'est du TGV, c'est de l'autoroute, c'est des barrages, c'est des stations de dessalement d'eau de mer, c'est de la production énergétique décarbonisée, etc. Donc on a un programme de commande publique énorme qui est devant nous et qui accélère la machine. Deuxièmement, on a enfin une loi pour favoriser le logement et la production de logements pour la classe moyenne et pour les logements à petit prix, avec 3 ans de retard, mais on l'a. Donc cette loi est parue et elle donne un coup d'accélérateur à la production de logements. Et comme vous le savez, le BTP, c'est l'outil de relance le plus facile et le plus simple pour tous les gouvernements, et ça crée de l'emploi pas très qualifié, ça absorbe de l'exode rural, et donc c'est extrêmement positif. Donc d'un côté, grande commande publique en travaux publics, de l'autre côté, reprise de la production de logements. Et enfin, il y a un troisième moteur. Le troisième moteur, c'est le grand succès des stratégies lancées au début des années 2000, qui se sont appelés plan émergence, plan d'accélération industrielle, enfin ils ont changé de nom plusieurs fois, oui. mais c'est la même idée. C'est le choix de 8 métiers dans lesquels le Maroc est compétent et a des atouts, et de les faire grossir au maximum en servant nos clients voisins et riches. Nos clients voisins et riches. Donc ces 8 métiers mondiaux du Maroc, quand vous regardez ce qu'ils représentaient en 2001, ils représentaient peut-être environ 70-80 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, nous sommes à 660 milliards.
Et moi, je ne regarde jamais la balance commerciale comme le font malheureusement trop d'observateurs. Je regarde toujours la balance des biens et services, parce que les services, c'est la moitié des exportations de tous les pays du monde. Donc se concentrer sur les biens est une analyse tronquée et fausse. Donc la balance des biens et services montre un chiffre d'affaires de 660 milliards de dirhams de biens et de services, ce qui commence à devenir significatif dans l'économie marocaine. C'est un pays qui a 1400 milliards de PIB, c'est-à-dire de valeur ajoutée, oui, c'est-à-dire de marge brute par an, qui produit une marge brute annuelle comme pays de 1400 milliards, avoir un chiffre d'affaires à l'export de 660 milliards, qui dégage une marge brute peut-être du tiers de ça, de 200 milliards, ça commence à devenir sérieux dans la contribution au PIB. Donc ça, ce sont nos 3 grands moteurs de croissance. L'infra, le logement et le succès des 8 métiers mondiaux du Maroc. Dans les 8, il y a le tourisme, qui est un service, lui, par exemple. Il y a l'offshoring, qui est un service, par exemple. C'est pour ça, c'est biens et services. Qu'est-ce qui pourrait être affecté par les politiques de M. Trump dans ce méga cycle économique dans lequel nous entrons? Nous pourrions imaginer que la demande adressée à l'Union européenne par les consommateurs américains baisse un peu. Nous pourrions imaginer que cela perturbe un petit peu les intentions d'investissement des acteurs européens. Nous pourrions donc imaginer que ceci freine le PIB européen, j'insiste sur européen, puisque les 660 milliards de dirhams annuels de chiffre d'affaires à l'export sont réalisés à 70%, 75% avec notre client voisin et riche qui s'appelle l'Union européenne. Donc si l'Union européenne vraiment freine significativement, évidemment, nous pourrions être affectés sur le 660 milliards de chiffre d'affaires à l'export et donc ralentir un peu la contribution de l'export à la croissance du PIB. Dans ce scénario-là, les 4,5 auxquels nous étions en train d'arriver en croissance du PIB non agricole, croissance du PIB non agricole, bon, ben, elle perdrait peut-être un demi-point et au lieu d'arriver à 4 ou 4,5, on arriverait à 3,6 ou 3,7 ou 3,8 dans ce cycle. On aurait un moteur un peu moins vigoureux que les autres. Mais ça me paraît être le pire des scénarios qui puissent nous arriver. Nous sommes assez isolés, assez protégés. Nous avons 2 moteurs très domestiques, qui sont le logement et la commande publique. Et nous avons un 3e moteur mondial qui marche fort avec beaucoup de succès, qui pourrait être freiné si nos clients souffrent temporairement. Mais je ne pense pas que nos clients vont souffrir beaucoup. Et mon pronostic à moi, c'est que l'Union européenne et les États-Unis vont s'entendre sur un niveau de droits de douane qui ne soit pas délirant, comme ceux dont on a parlé, et que seule la Chine, le vrai problème des États-Unis est la Chine, et que le match se réglera entre la Chine et les États-Unis. Mais je ne suis pas pessimiste pour l'Union européenne. Très bien, très clair. Écoutez, c'était ma dernière question, vous venez d'y répondre. Ali Doueiri, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.